Mais là, évidemment, vous êtes député. Maintenant, vous êtes aussi membre du gouvernement. Vous êtes ministre délégué à l'économie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre mandat, des dossiers particuliers que le ministre délégué à l'économie est censé piloter au nom du gouvernement? Bien, j'ai des grandes responsabilités actuellement et je vais avoir d'autres responsabilités à venir. Puis vraiment, dans notre cabinet, c'est le fun parce qu'on touche à tout. Mais les responsabilités que j'ai, moi, c'est tout ce qui est les produits du Québec, tout ce qui est l'achat local. Et surtout, l'allègement réglementaire. Prochainement, dans les prochaines semaines, je vais déposer un projet de loi pour faire de l'allègement réglementaire. On va arriver avec 44 mesures de réduction du fardeau administratif pour différentes entreprises et on va aussi avoir quelques innovations dans le domaine de l'alcool. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On s'est donné comme objectif de réduire le fardeau administratif par 200 millions sur les 5 prochaines années. Donc, on a du travail à faire et on s'est aussi engagé à déposer un projet de loi par année pour le faire. Donc, à tous les années, j'ai la responsabilité du premier ministre de déposer un projet de loi d'allègement réglementaire. Donc, ça, c'est mon gros focus pour le moment. Mais ça ne m'a pas empêché récemment de faire le projet de loi pour la ligne vers New York pour vendre notre électricité à New York. Et je collabore avec le ministre Fitzgibbon sur beaucoup d'enjeux énergétiques aussi. Il y en a beaucoup sur notre planche dans ce domaine-là. Et on n'est pas assez de bras, donc je contribue aussi à ce niveau-là. Bien, surtout maintenant qu'il y a eu aussi la responsabilité de l'énergie, je trouve que ça matche bien avec l'aspect économique. Donc, moi, je n'ai pas trouvé que c'était un mauvais move, là, ça de... Bien, en fait, c'est novateur, mais c'est aussi très tendance. Parce que vous avez raison, maintenant, on ne peut pas dissocier la question économique des besoins énergétiques qui viennent avec. Et je pense on n'a pas assez parlé de cette équation-là, cette adéquation-là, par le passé. Maintenant, quand on analyse un projet, oui, il faut qu'il y ait des retombées économiques, oui, il faut que ça soit structurant, oui, il faut que ça crée des bons emplois, mais aussi, il faut se poser la question, avons-nous le courant pour bien amener à terme cette nouveauté-là? Et avant, on ne se posait pas ces questions-là parce qu'on était en surplus. Là, il faut vraiment gérer la croissance du Québec, notamment avec nos plans de décarbonation. Là, je vais vous ramener un petit peu sur ce que vous disiez juste avant, là, le projet de loi que vous allez déposer sur l'allègement réglementaire. Je trouve ça très intéressant. Je vous amène un petit peu sur le terrain politique. Justement, l'une des choses qui, à mon avis, en tout cas de ma perception, a beaucoup plu chez la Coalition Avenir Québec de la part des électeurs, souvent ça a été l'importance qu'on donnait aux entrepreneurs et aux entreprises, les petites entreprises, petites moyennes entreprises. On a tendance à l'oublier, c'est pas les grosses industries qui sont le moteur économique du Québec, mais plutôt les PME. Et je pense que votre parti politique a incarné une certaine réponse à ce niveau-là. Alors, je vous amène là-dessus. Qu'est-ce que vous entendez de la part des petites et moyennes entreprises par rapport à l'allègement réglementaire? Évidemment, je ne vous demande pas de me dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre projet de loi. Vous ne pouvez pas. Mais juste un petit peu le constat qui se fait. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important. Surtout avec pas les enjeux, mais les défis économiques qu'on vit. Souvent, créer son entreprise, c'est créer sa propre job et créer de la job aussi pour quelques autres personnes. Mais souvent, effectivement, le fardeau administratif, ce qu'on appelle le red tape, ben, ça vient d'une certaine manière décourager les gens et les entrepreneurs à entreprendre. La FCEI évalue le fardeau administratif à 8 milliards. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Puis surtout, j'ai fait une rencontre récemment en Montérégie avec mon collègue Claude Reed, avec ses entrepreneurs du coin. Il y avait une dame qui me disait, « Monsieur Skeet, moi, je suis tout seul avec mon mari dans mon entreprise. Il vendait des voitures usagées. Et ça, j'imagine, c'est considéré à plus haut risque par le fisc. Et elle dit, moi, je me fais vérifier de manière récurrente. Puis, quand on m'impose des cotisations spéciales particulières, j'ai même pas l'énergie de me battre. Je paye sans regarder. C'est le genre de choses, je pense, qui démontre que il y a un enjeu important. C'est que le régime fiscal doit être équitable pour tout le monde et doit permettre à tout le monde de bien réussir et avoir les mêmes règles du jeu. Là, quand c'est rendu que les gens ne sont pas d'accord avec une contribution spéciale, mais ils n'ont pas le temps et les moyens de faire valoir ce droit-là, je pense qu'en quelque part, il y a un enjeu de déséquilibre.
Il y a une notion qui me motive dans mon rôle, que ce soit en administration, à la réduction de la paperasse ou que ce soit dans mes autres dossiers, c'est l'enjeu d'égalité et d'équité. Faut avoir un régime équitable. Alors, puis faut penser aussi à 30 000 pieds. Là. Un régime équitable donne confiance. La confiance réduit le cynisme. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Occident, en général, il y a un enjeu de cynisme. Mm-hmm. Alors, je pense qu'on se doit de montrer que nos institutions fonctionnent. Et ça veut dire répondre à ces personnes-là qui disent que le fardeau est trop grand. Et il est effectivement trop grand. Il y a beaucoup de travail à faire au Québec. Quand je me compare en Ontario, on aime ça se comparer à l'Ontario, mais eux, ils ont déjà réduit de 500 millions le fardeau administratif. Il y a un ministère du Red Tape, proprement, avec 50 fonctionnaires, associés au conseil exécutif, avec un ministre nommé en titre pour la réduction de la paperasse. Je pense qu'en quelque part, c'est un modèle à suivre. Il faut se donner les moyens de réduire ce fardeau-là. Tu as mentionné quelque chose avec la SAQ, et évidemment, c'est notre société d'alcool, là. Et je vais retourner un peu dans votre congrès qui a eu lieu cette fin de semaine où il y a eu une proposition d'éliminer le monopole de la SAQ qui a été refusée. C'est quoi la position? C'est quelque chose, évidemment, un sujet qui revient toujours. Là, tu sais, la SAQ et qu'est-ce qu'on va faire, puis les avantages, puis les désavantages. Là, j'imagine qu'il y a une politique qui va se destiner sur spécifiquement la SAQ, mais on s'entend en quoi exactement? Ou pourquoi ne pas même prendre en considération cette résolution-là qui, pour moi, est quand même intéressante? Il y a au Québec un courant de gens qui pensent que la SAQ est trop restrictif, est trop ci, est trop ça, est pas assez ci, est pas assez ça. Honnêtement, moi, ce que je vois dans cette proposition-là, c'est une vie militante active. C'est normal qu'un parti se pose ces questions-là. C'est normal que le ministre des Finances dise « attendez une seconde, c'est pas si simple que ça. » C'est normal aussi qu'il y ait des gens qui soient pour et contre. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le débat. Je pense qu'au Québec, il n'y a personne qui questionne l'importance de la majoration. Je pense qu'il n'y a personne au Québec qui penserait qu'on voudrait avoir la totale libéralisation du marché. Mais je pense que c'est pertinent de se poser ces questions-là et de dire, y a-t-il moyen d'aider nos petits artisans? Je suis allé faire une visite récemment dans Charlevoix. J'ai rencontré Menot. Menot, c'est un distilleur, un micro-distilleur artisanal qui fait du grain à la bouteille. Imaginez, là. Ils vont à l'île aux coudes, chercher leur blé, chercher la malte, puis ils font eux-mêmes leur propre alcool neutre qui, après ça, assaisonnent ici au Québec, dans Charlevoix. Il me semble qu'on voudrait réduire la paperasse pour ces gens-là, réduire le fardeau administratif et leur donner un avantage versus des gens qui, eux, achètent de l'alcool neutre à l'étranger ou dans d'autres provinces, puis qui l'importent, mettent quelques épices, puis le vendent. Je pense qu'en quelque part, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est structurant? Il faut répondre à ces questions-là. Puis le fait qu'on en parle, d'un bord ou de l'autre, je pense que c'est bon. Ça fait avancer le dossier. Je vais juste faire un peu de pouce sur ce que George, enfin sur la question de George par rapport à cette résolution que j'ai trouvée très intéressante. Puis vous faites bien de dire qu'il y a des gens qui sont à la fois pour et contre, parce que je fais partie de ces personnes-là qui sont à la fois pour et contre la privatisation, si vous voulez, d'une certaine manière, ou le non-monopole, disons pas la privatisation, mais du non-monopole de la SAQ. Oui. Effectivement, il y a des arguments qui sont aussi bons pour que contre. Mais là, je vous amène encore une fois un petit peu sur le terrain politique. Justement, comme ancien adéquiste, vous le mentionnez, vous parliez il y a un certain nombre de personnes au Québec qui pensent qu'il faudrait casser ce monopole-là. L'ADQ en faisait partie. Ouais. C'était un des chevaux de bataille de l'ADQ, c'était ça. L'ADQ qui a été... Alors, on parlait de fusion. Moi, je pense que l'ADQ a plus été avalée que fusionnée, mais je veux dire... Est-ce que, justement, est-ce qu'il reste un petit fond adéquiste quelque part à la Coalition Avenir Québec, ou est-ce qu'à un moment donné, puis c'est un peu normal, c'est-à-dire qu'un parti politique arrive au pouvoir, il y a un certain pragmatisme qui doit s'installer, puis je ne veux pas me mettre à la place du ministre des Finances, je n'ai pas cette prétention-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que un ministre des Finances pourrait se dire, la SAQ, moi, ça me ramène, je sais pas moi, 1 milliard par année, 2 milliards par année, je sais pas, je dis des chiffres au hasard. Je peux pas me passer de ça. Alors, justement, je vais vous entendre un petit peu sur cette question. Y a-t-il encore un peu d'ADQ quelque part ou pas du tout?
Bien, on est un parti qui est une coalition. On a des anciens libéraux, on a des anciens péquistes, puis on a des anciens adéquistes. Puis juste au Conseil des ministres, si on veut les prendre par segment, mais il y a François Bonnardel, il y a Rick Kerr, il y a moi, il y a je fais le tour rapidement autour de la table. Bernard Drinville. Ah, de la DQ. De la DQ, là, j'essaie de faire le tour. Puis en plus, on a d'autres fédéraux conservateurs. M. Girard, c'est un ancien du Parti conservateur, il s'était présenté à l'époque. Donc, pour moi, je pense que cette mouvance-là, centre-droit, économique, elle est très présente dans notre caucus et dans notre Conseil des ministres. On a Yuri Chassin, pour ne pas négliger son emprise justement sur ses positions très importantes. Donc, ces discussions-là, on les a. Où ce que je pense que la discussion doit avoir lieu, c'est pas de dire si on se passe du milliard qui est presque 2 milliards avec la TPS-TVQ, si on s'en passe. La question est surtout de dire, gardons la majoration, est-ce qu'il y a possibilité de libéraliser? Puis ça, je pense que j'ai pas la vérité infuse, mais moi, je veux jaser. Vous voulez faire le débat? Ben, je veux parler. Et il y a d'autres personnes qui se disent, non, c'est correct comme c'est ça, comme c'est là, puis ça aussi, c'est correct. Fait que moi, je pense que quand on voit une motion comme ça arriver, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a moyen ou est-ce qu'il y a matière à avoir la discussion? Et moi, je pense qu'on ne perd jamais à avoir du dialogue. Alors moi, si ce débat-là survenait, moi, je voudrais faire valoir mon opinion comme d'autres voudraient faire valoir la leur. Parfait.